Imaginez une histoire sombre où un homme est célébré comme cache un secret si terrible qu'il menace de détruire tout ce qu'il représente. Ce n'est pas une légende, ni un film. C'est une histoire vraie, une histoire qui débute dans les montagnes de Bosnie et se termine ici, en Amérique. Suivez-moi dans cette révélation et découvrez le lourd prix de la survie. Je m'appelle Hannah et je viens de Saint Louis, dans le Missouri. Je suis une Américaine de deuxième génération d'origine bosniaque. Mes parents sont arrivés ici séparément au début des années 90 et après s'être rencontrés dans un restaurant bosniaque sur Union Road, ils ont commencé à sortir ensemble et se sont finalement mariés. Je suis née en octobre 1996 et apparemment mes parents étaient tous deux très heureux durant ma première année de vie. Mais les quelques souvenirs flous que j'ai de mon père sont les seuls que j'ai de lui. S'ils ne sont pas juste des souvenirs inventés, après avoir entendu des milliers d'anecdotes le décrivant comme un homme merveilleux et un père parfait pendant ma première année de vie. Mais vous vous demandez sûrement comment un homme qui a abandonné ma mère et moi peut être aussi bien vu, au point que certains le considèrent encore comme un héros. Eh bien, installez-vous confortablement. Je vais commencer. Mon père a grandi dans un petit village bosniaque appelé Obed, qui à l'époque faisait partie de l'ex-Yougoslavie. D'après ce que m'a raconté ma mère, ça devait être un endroit magnifique pour grandir, niché dans les montagnes, entouré de forêts pour la chasse et de ruisseaux pour la pêche. Pendant presque 2 générations après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une paix longue et ininterrompue dans la région. Mais ensuite, la guerre est arrivée. Et lorsqu'elle a éclaté, elle était brutale. La guerre yougoslave était particulièrement déchirante, car elle divisait les voisins et les familles selon des lignes ethniques, transformant les anciens amis en ennemis. Mon père a choisi de rester à Obed pour protéger sa famille, même quand d'autres familles bosniaques fuyaient vers l'Europe, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Au début, ils pensaient que rien de mal ne leur arriverait. Mais avec le temps, les forces serbes ont commencé à s'approcher, menaçant leur sécurité. Les hommes du village ont formé une sorte de milice pour défendre leur foyer, espérant tenir jusqu'à l'arrivée de l'aide internationale. Pourtant, alors que les forces serbes encerclaient Obed et que les tireurs d'élite serbes commençaient à abattre les miliciens bosniaques un par un, mon père et ses amis ont réalisé qu'ils étaient condamnés. Dans une tentative désespérée, mon père a décidé de trouver une issue à travers les lignes serbes. Il a découvert un passage non surveillé, un champ ouvert qu'il croyait être leur seule chance de fuite. Convaincus, les autres hommes l'ont suivi, mais dès qu'ils se sont regroupés au milieu du champ, les Serbes ont ouvert le feu, piégeant et massacrant presque tous ses compagnons. Miraculeusement, mon père a réussi à s'échapper et averti les familles dans le village voisin de fuir avant qu'elles ne soient également attaquées. Après cela, il a pris sa mère et sa tante et s'est envolé pour les États-Unis, où ils se sont finalement installés à Saint Louis. Pendant des années, ma grand-mère n'arrêtait pas de dire à quel point mon père était un héros. Mais au fond, mon père portait un lourd secret. Un jour, après des mois de dépression et de consommation excessive d'alcool, il a avoué à ma mère la vérité. Il avait sciemment sacrifié ses compagnons pour assurer sa propre survie et celle de sa famille. Il avait conclu un marché avec les Serbes, leur permettant de massacrer les hommes du village en échange de sa liberté. Cette révélation a dévasté ma mère, qui lui a demandé de quitter la maison. Depuis ce jour, il est parti et n'est jamais revenu. Ma mère pense qu'il est encore vivant quelque part. Mais pour moi, le père que je connaissais autrefois est mort avec cette trahison. Mon nom est Marco et j'écris depuis l'Estonie, un petit pays situé entre la Russie et la mer Baltique, où les hivers sont longs et sombres, et où les gens sont réputés pour être discrets, solitaires et amateurs de nature. Nous ne parlons pas beaucoup de nos sentiments, et dans un pays aussi petit, il est facile de garder des secrets. Ou du moins, c'était le cas avant les événements mystérieux qui ont secoué la petite ville de Karda en septembre 1989. Karda est une ville isolée sur l'île de Hiiumaa, au cœur de la mer Baltique. La vie y est simple.
La plupart des habitants sont des pêcheurs, vivant au rythme de la mer et des saisons. D'autres gagnent leur vie grâce au tourisme, car l'île abrite une grande réserve naturelle, attirant les amoureux de la faune et de la flore. Mais il y a aussi un troisième métier, moins avoué et plus sombre, le pillage d'épaves. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les eaux autour de Hiiumaa sont parsemées d'épaves de navires allemands et russes, témoins d'anciennes batailles. Les plongeurs locaux en extraient des objets de valeur, une pratique qui, bien qu'ancienne, demeure controversée. Les pêcheurs de Karda n'ont jamais vu d'un bon œil ce pillage. Ils croient que perturber les repos éternels des marins noyés attire le malheur sur le village. Cette superstition est enracinée dans une ancienne légende locale, la malédiction des sorcières de Hiiumaa. Selon la légende, il y avait autrefois un groupe de sorcières vivant sur l'île, capables d'invoquer des tempêtes, de changer de forme et de jeter des sorts pour faire sombrer les navires ou attirer le malheur sur ceux qui les contrariaient. Un pêcheur aurait insulté ces sorcières, et elles auraient maudit sa descendance, condamnant sa famille à une série d'infortunes pendant des générations. Beaucoup de familles de pêcheurs à Karda descendent de cet homme, et la malédiction est souvent évoquée chaque fois qu'un malheur frappe un bateau de pêche. En 1989, sous le régime communiste, les autorités poussaient les habitants à ignorer ces superstitions, les considérant comme des vestiges d'un passé oppressif. Elles encourageaient même le pillage d'épaves en payant des salaires plus élevés pour cette activité que pour la pêche, ce qui accentuait le fossé entre les plongeurs-pilleurs et les pêcheurs. Et une tension sourde régnait dans le village. Tout a culminé en septembre 1989, en l'espace d'une semaine, où 3 événements terrifiants ont secoué Karda. Le premier incident a eu lieu un samedi soir, lorsque Dasha, une jeune serveuse de 16 ans, a fait exploser un café russe. Elle avait inondé la cuisine de gaz avant d'allumer une étincelle, provoquant une explosion qui a secoué tout le bâtiment. Le café était rempli et 14 personnes ont été gravement blessées. 5 d'entre elles ont perdu la vie. Ce qui choqua tout le monde, c'était que Dasha n'avait aucun antécédent de violence. Elle était connue pour être calme et studieuse. Pourquoi une jeune fille modèle commettrait-elle un acte aussi désespéré et violent? Alors que les autorités tentaient de comprendre ce qui avait poussé Dasha à cet acte, un deuxième événement tragique survint 2 jours plus tard. Un marin russe, en état d'ivresse, a délibérément dirigé sa voiture sur un groupe d'enfants qui attendaient leur bus scolaire. 4 enfants ont perdu la vie, et d'autres ont été grièvement blessés. Les témoins racontent que l'homme riait hystériquement alors que la police le traînait de sa voiture, en répétant des chiffres en russe, comptant les enfants morts. Cette tragédie sema la peur et le choc dans la communauté et le village de Karda était en deuil. Alors que les habitants tentaient de se remettre de ces 2 incidents, un 3e choc les frappa de plein fouet. Un matin, une famille absente des funérailles des enfants attira l'attention. Un groupe de voisins inquiets se rendit à leur domicile pour découvrir une scène d'horreur inimaginable. Un garçon de 11 ans et sa petite sœur de 7 ans avaient tué leurs propres parents en les égorgeant pendant leur sommeil. Les corps des parents furent retrouvés, l'un dans la salle de bain, l'autre dans la cuisine, avec des marques de lutte désespérées. Ces 3 incidents, se succédant en moins d'1 semaine, plongèrent Karda dans un état de panique et de terreur. Les gens commencèrent à murmurer que la malédiction des sorcières de Hiiumaa s'était abattue sur le village. La tension monta, et de nombreux plongeurs-pilleurs, craignant d'avoir réveillé les esprits des marins morts, commencèrent à jeter les objets qu'ils avaient récupérés dans la mer, espérant apaiser les esprits. Les pêcheurs, eux, laissèrent des offrandes dans la forêt, cherchant à calmer la colère des sorcières. Cette semaine de septembre 1989 laissa une marque indélébile sur le... Après ces 3 événements tragiques, le village de Karda sombra dans une peur paralysante. Chaque famille vivait sur le qui-vive, redoutant qu'une nouvelle catastrophe ne s'abatte sur eux. Les parents refusaient d'envoyer leurs enfants à l'école. Les travailleurs évitaient de se rendre à leurs emplois, et même les activités les plus simples étaient évitées, de crainte d'attirer encore plus malchance. Un jour, les habitants se rassemblèrent et décidèrent qu'ils devaient agir collectivement pour lever la malédiction qui semblait peser sur le village. Au cours de la nuit, des groupes d'hommes se réunirent
et commencèrent à jeter dans la mer les objets précieux qu'ils avaient récupérés des épaves, espérant que les âmes des marins noyés retrouveraient enfin la paix et laisseraient le village tranquille. En parallèle, les pêcheurs déposèrent des offrandes dans la forêt, laissant de la nourriture et des biens en signe de paix pour les sorcières de Iyumar, convaincus que ces dernières étaient à l'origine des malheurs qui les avaient frappés. Le village entier sombra dans une sorte de folie collective, où chacun était persuadé que des esprits ou des malédictions étaient responsables de tout ce qui s'était passé. Avec le temps et l'absence de nouveaux incidents, la peur commença à s'apaiser peu à peu. Certains crurent que la malédiction avait été levée, tandis que d'autres pensaient que les sacrifices et les offrandes avaient apaisé les esprits en colère. Cependant, le souvenir de ces jours sombres resta gravé dans les cœurs des habitants de Karda, et les histoires de cette semaine noire furent transmises aux générations suivantes comme un avertissement. Il ne faut jamais troubler le repos des morts, car la malédiction pourrait revenir à tout moment si l'on manque de respect envers l'inconnu. Ainsi, Karda vécut pendant des années sur le fil de la peur, devenant un village plus prudent que jamais. La légende de cette semaine terrifiante devint un conte transmis lors des longues nuits d'hiver, pour rappeler aux plus jeunes de ne pas jouer avec ce qu'ils ne comprennent pas et de toujours respecter les mystères de la nature et du passé. En août 1996, j'avais 19 ans. C'était une soirée chaude et tranquille, mais ce jour-là allait marquer ma vie à jamais. En rentrant chez moi, après une nuit mouvementée passée à une fête avec ma petite amie de l'époque, je n'avais aucune idée que ce qui m'attendait allait bouleverser mon monde. Quand j'ai franchi la porte de la maison, tout était étrangement silencieux. Pas un bruit. C'était inhabituel, car ma mère et ma sœur étaient souvent en train de bavarder ou de regarder la télévision dans le salon. Intrigué, j'ai traversé le couloir pour découvrir ma mère assise seule à la table de la cuisine. Devant elle, un verre de vin à moitié vide. Ce n'était pas son habitude de boire, encore moins en pleine journée. Quelque chose n'allait pas. Quand elle m'a vu entrer, elle a levé les yeux, l'air lourd de tristesse. Elle m'a demandé de m'asseoir. La voix tremblante, elle a dit « Ton père est parti, il ne reviendra pas ». Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans ma tête. J'ai d'abord cru qu'elle voulait dire qu'il était mort. J'ai posé la question, les mains tremblantes, mais elle a secoué la tête, répondant simplement « Non, il nous a quittés ». Mon esprit était envahi par des questions. Pourquoi? Quand? Où était-il allé? Mais à chaque tentative d'obtenir des réponses, ma mère se refermait davantage, les larmes aux yeux. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il avait pris une valise, quitté la maison et disparu. Pas de lettres, pas d'explication. Pendant des mois, cette disparition est restée un sujet tabou. Mes proches venaient vérifier comment nous allions, mais personne n'osait aborder la véritable question. Pourquoi mon père nous avait-il abandonnés? Pourtant, au fond de moi, une curiosité brûlante grandissait. Je devais savoir, je devais comprendre. Je me suis tourné vers Carl, le seul véritable ami de mon père. Carl m'a parlé d'un endroit nommé Wrigley, une petite ville reculée au nord du Canada. Mon père y avait passé un été pendant ses années d'université et en parlait souvent avec nostalgie. Cela me semblait un point de départ. Après 3 jours de route interminable à travers des paysages sauvages et isolés, j'ai finalement atteint Wrigley. C'était une petite communauté de 100 habitants à peine. Le seul endroit ouvert était une station-service où j'ai rencontré Winston, un homme chaleureux qui semblait connaître tout le monde en ville. Je lui ai montré une vieille photo de mon père, prise à l'époque de l'université. Il ne reconnaissait pas mon père dans son apparence actuelle, mais quelque chose dans la photo a retenu son attention. Une jeune femme se tenait à côté de mon père sur l'image. Winston pensait qu'elle ressemblait étrangement à une femme disparue dans les années 70. Il m'a conseillé d'aller parler au chef Irwin, un homme respecté dans la communauté. Le lendemain, je me suis présenté au bureau d'Irwin. Quand je lui ai montré la photo, son expression s'est assombrie. Il a immédiatement reconnu la femme, Susan Calvert, une étudiante disparue mystérieusement en 1973. Ce qu'il m'a dit ensuite m'a glacé le sang.
Mon père avait été interrogé comme suspect principal dans sa disparition. Selon Erwin, Susan avait disparu lors d'un voyage de camping avec mon père près de Great Bear Lake. Les recherches n'avaient jamais permis de retrouver son corps, ni aucune preuve tangible. Mon père avait été libéré faute de preuves, mais ce mystère semblait avoir laissé une cicatrice profonde dans sa vie. Ce que j'ai découvert ce jour-là n'était que le début. Erwin m'a conseillé de me rendre au lac où Susan avait disparu. Mais ce n'était pas un endroit facile d'accès. Il fallait traverser des marécages et des terrains accidentés, un périple que je n'étais pas préparé à entreprendre seul. Winston, bienveillant comme toujours, s'est proposé de m'accompagner jusqu'à un village voisin où je pourrais trouver plus d'informations. Avant de partir, il m'a posé une question qui m'a marqué. Si ton père cherchait Susan, et toi tu cherches ton père, qui te cherchera si tu te perds? La suite de l'histoire reste floue. Les pièces du puzzle s'entrelacent, mais une chose est certaine, ce voyage, marqué par le mystère et les révélations, a changé ma vie à jamais. En route vers le village voisin, Winston et moi traversions des paysages désolés et enveloppés d'un silence presque surnaturel. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, créant une ambiance à la fois apaisante et inquiétante. Pendant le trajet, Winston a partagé avec moi une vieille légende locale. Selon lui, les terres près du Great Bear Lake étaient connues pour leur énergie mystérieuse et inquiétante. Plusieurs personnes avaient rapporté avoir vu des lumières étranges dans le ciel ou entendu des bruits inexplicables dans la forêt. En arrivant au village, j'ai rencontré un ancien policier nommé Mackenzie, un homme robuste et taciturne qui semblait porter un lourd fardeau. Quand je lui ai parlé de mon père et de Susan, il a eu un regard sombre. Il a admis se souvenir de l'affaire. « Ton père était un homme différent après cet événement », a-t-il dit en allumant une cigarette. Il a ajouté que mon père avait été profondément marqué par cette disparition et qu'il avait mentionné plusieurs fois que quelque chose rôdait dans les marécages cette nuit-là. Mackenzie m'a raconté que selon les archives, mon père avait déclaré avoir entendu Susan crier avant de disparaître. Lorsqu'il s'était précipité pour la chercher, il avait aperçu des ombres mouvantes et entendu des sons qu'il ne pouvait pas expliquer. Ces détails avaient poussé les enquêteurs à le considérer comme suspect, pensant qu'il tentait d'inventer une histoire. Mais Mackenzie, qui avait une certaine expérience avec les récits étranges de la région, croyait qu'il y avait plus que ce que les preuves suggéraient. Après avoir passé la nuit dans le village, j'ai décidé de me rendre au Great Bear Lake. Mackenzie m'avait averti que la région était dangereuse et isolée, mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière sans avoir vu cet endroit par moi-même. Le matin suivant, Winston m'a conduit aussi loin que possible avant de me souhaiter bonne chance. Il avait un regard inquiet, mais il respectait ma détermination. En arrivant près du lac, l'atmosphère était étrange. Les marécages dégageaient une odeur lourde et une brume dense flottait au-dessus de l'eau. Tout semblait figé dans le temps. Je me suis aventuré plus profondément dans les marécages, suivant les indications vagues données par Mackenzie sur l'endroit où le camp de Susan aurait été établi. Le silence était oppressant, interrompu seulement par le bruit de mes pas dans la boue et les cris lointains des oiseaux. Après plusieurs heures de marche, j'ai trouvé des vestiges. Une vieille boîte métallique rouillée, une lampe de poche cassée, et ce qui semblait être les restes d'un feu de camp. Mon cœur battait la chamade. Était-ce le camp de Susan et de mon père? Je m'agenouillais pour examiner les objets, mais avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, un bruit sourd résonna derrière moi. Je me retournai brusquement, mais il n'y avait rien. Pourtant, je sentais une présence. Une ombre passa furtivement entre les arbres. Mon souffle se coupa. Était-ce mon imagination ou quelque chose me suivait? Je continuais mon exploration, mais l'inquiétude montait en moi. Finalement, alors que la nuit tombait, je décidai de camper sur place. Sous la lumière vacillante de ma lampe, je notais mes découvertes dans un carnet. Mais mon esprit ne pouvait pas s'empêcher de revenir sur les histoires de Winston et les paroles de Mackenzie. La nuit fut agitée. Des bruits inexplicables résonnaient dans l'obscurité. Des craquements, des murmures à peine audibles. Je n'ai presque pas dormi. À l'aube, j'ai pris la décision de retourner au village. Mais avant de partir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange près du feu de camp. Une gravure sur une pierre,
presque effacée par le temps. Elle représentait une figure humanoïde entourée de symboles que je ne comprenais pas. Lorsque je suis revenu au village, Mackenzie était surpris de me voir. « Tu es revenu entier », dit-il avec un sourire en coin. Je lui ai montré la pierre gravée, mais il a secoué la tête. Ces symboles, ils remontent à bien avant nous. Certaines légendes parlent d'esprits qui protègent ces terres, mais qui prennent tout ce qui les dérange. Ce voyage m'a laissé plus de questions que de réponses. Mon père cherchait-il vraiment Suzanne ou fuyait-il quelque chose? Je savais que je devrais revenir pour découvrir la vérité. Mais cette fois, je ne serai pas seul. Après avoir quitté Mackenzie, je retournais chez Winston pour réfléchir à tout ce que j'avais vu et entendu. Mon esprit était embrouillé par des questions sans réponse. Pourquoi mon père aurait-il voulu revenir dans un endroit si sinistre? Qu'avait-il réellement vu cette nuit-là dans les marécages? Et ces symboles gravés sur la pierre, que signifiaient-ils vraiment? Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. L'image de la gravure sur la pierre hantait mes pensées. Elle semblait si ancienne, si délibérée. Je décidai de chercher des réponses, même si cela signifiait explorer des récits que je n'aurais jamais cru possibles. Je retournai voir Mackenzie au petit matin, espérant qu'il puisse me guider vers quelqu'un capable d'interpréter ces symboles. « Je connais quelqu'un » dit Mackenzie après un moment d'hésitation. « Une vieille femme, ici dans le village, qui connaît les légendes et les histoires des Premières Nations mieux que quiconque. Mais elle n'aime pas parler aux étrangers. » Avec l'aide de Mackenzie, je réussis à convaincre cette femme nommée Naomi de me recevoir. Elle vivait dans une petite cabane, entourée de talismans en bois et de plumes suspendues aux arbres. Lorsque je lui montrai une photo de la pierre gravée, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu ne devrais pas jouer avec ça, » dit-elle d'un ton grave. « Ces symboles appartiennent aux esprits anciens. Ils ne pardonnent pas. » Naomi m'expliqua que, selon les croyances locales, les marécages autour du Great Bear Lake étaient habités par des gardiens, des entités protectrices qui veillaient à ce que personne ne trouble leur territoire. Elle affirma que quiconque ignorait leurs avertissements s'exposait à des malédictions. Quand je lui parlais de mon père et de Suzanne, elle hocha lentement la tête. S'ils ont perturbé les esprits, ils ont payé le prix. Ces mots m'envoyèrent un frisson dans le dos. Mais je savais que pour comprendre ce qui était arrivé à mon père, je devais retourner dans les marécages. Winston, bien qu'hésitant, accepta de m'accompagner cette fois. Nous rassemblâmes des provisions et une tente, et nous préparâmes à passer plusieurs jours à explorer les lieux. Avant de partir, Naomi nous donna un talisman en bois. « Gardez ça avec vous, dit-elle. Ça pourrait vous protéger. » Le voyage de retour au marécage fut plus difficile que prévu. La météo changeait rapidement, passant d'un ciel dégagé à des averses soudaines. Mais ce n'était rien comparé à l'atmosphère oppressante qui nous entourait. Chaque bruit, chaque ombre semblait amplifiée. Nous retrouvâmes l'endroit où j'avais vu la pierre gravée. Winston inspecta les environs tandis que je pris le temps d'examiner le site de plus près. En creusant autour de la pierre, je trouvai un objet enfoui sous une fine couche de terre. Un ancien médaillon en argent, orné des mêmes symboles que la gravure. Lorsque je le saisis, une sensation étrange m'envahit, comme si une énergie froide traversait mon corps. Winston, qui m'observait, recula instinctivement. « Je n'aime pas ça, dit-il. On devrait partir d'ici. » Mais avant que nous puissions bouger, un bruit sourd résonna dans les marécages, suivi d'un cri perçant. Ce n'était ni un animal, ni un humain. C'était quelque chose d'indescriptible. Winston et moi nous regardâmes, terrifiés. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il. Avant que je puisse répondre, une lumière vive apparut au loin, comme un feu follet, dansant entre les arbres. Malgré la peur qui me paralysait, je savais que je devais suivre cette lumière. « Attends ici » dis-je à Winston, mais il refusa catégoriquement. « Si tu y vas, j'y vais aussi, mais si ça tourne mal, on s'enfuit. » Nous suivîmes la lumière qui semblait nous guider plus profondément dans les marécages. Finalement, nous arrivâmes à une clairière où se trouvait une cabane abandonnée, recouverte de mousse et de végétation. La lumière disparut soudainement, nous laissant dans une obscurité presque totale. À l'intérieur de la cabane, nous découvrîmes des objets personnels, un sac à dos, des vêtements et un carnet. Le carnet appartenait à Suzanne. En feuilletant les pages, je lus des descriptions de ses derniers jours, de ses inquiétudes croissantes et de la présence qu'elle sentait la suivre. Elle mentionnait des rêves étranges,
des visions de figures sombres dans les bois et un sentiment de terreur croissant. La dernière page était à moitié déchirée, mais on pouvait lire « Ils arrivent. Je peux pas courir plus longtemps. Je suis désolé. » Soudain, un bruit de pas lourds résonna à l'extérieur. Winston et moi fûmes figés de peur. Quelque chose approchait. Quelque chose de grand, de lourd et qui ne semblait pas humain. Veux-tu que je continue avec une scène encore plus intense et mystérieuse? Après des mois de recherche, le narrateur, maintenant épuisé mais déterminé, décide de retourner sur le site exact où son père est saigné. Avec une carte et des indications laissées par Winston et le chef Erwin, il s'enfonce seul dans les terres marécageuses près du grand lac de l'Ours. La nuit tombe rapidement et l'atmosphère devient oppressante. Les bruits de la forêt environnante semblent amplifiés par le silence profond du lac. Soudain, il aperçoit une lumière vacillante dans la distance. Intrigué et effrayé à la fois, il s'approche lentement, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'il découvre est stupéfiant. Une cabane délabrée, apparemment abandonnée, mais une faible lumière émane d'une lanterne posée à l'intérieur. En entrant prudemment, il trouve des objets personnels appartenant à son père. Un vieux sac à dos, des carnets de notes et une photo de famille usée. Tout semble figé dans le temps. Alors qu'il explore la cabane, il entend un bruit derrière lui. Se retournant brusquement, il aperçoit une silhouette dans l'ombre. « Papa » appelle-t-il, sa voix tremblant d'espoir et de peur. Mais la silhouette ne répond pas. Elle reste immobile, comme si elle observait. Puis une voix grave et mystérieuse s'élève. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Avant qu'il ne puisse réagir, la lumière s'éteint brusquement, plongeant la cabane dans une obscurité totale. Lorsqu'il allume sa lampe torche, la silhouette a disparu et il se retrouve seul dans un silence terrifiant. Le lendemain, épuisé mais vivant, il retourne en ville, mais la cabane ne figure sur aucune carte et personne ne croit à son histoire. Pourtant, il garde un carnet trouvé dans la cabane, rempli de notes mystérieuses écrites par son père, laissant entendre qu'il y a encore des secrets profondément enfouis dans ces marais.